effets de pair dans la recherche académique. Donc, même si vous n'êtes pas. Donc, il va y avoir de l'éco-géo quand même, parce qu'il va y avoir de la localisation. Mais même si vous n'êtes pas passionné d'éco-géo, je pense que c'est un séminaire qui peut tous nous intéresser, parce que ça concerne un petit peu notre fonction de production. Et pour ceux qui étaient là la semaine dernière pour la présentation de José, en termes de méthodo, ça va être très similaire, très proche de la présentation de José, mais appliqué à une question assez différente. Donc évidemment, je vais revenir là-dessus. Donc le papier s'appelle Peer Effect in Academic Research Senders and Receivers, parce que vous le verrez, je vais passer du temps à parler un petit peu de l'appariement dans la génération des effets de pair, donc les caractéristiques de celui qui génère les effets de pair, donc on appelle le sender, celui qui les envoie. Les mots ne sont pas forcément très jolis, mais l'idée est là. Et celui qui reçoit, qui bénéficie des effets de pair générés donc, par les senders. Voilà, c'est un papier qui est joint avec Pierre-Philippe Combe, Émeric Henry et Thierry Meyer, qui sont tous plus ou moins à Sciences Po, et Pierre-Philippe est aussi à Lyon, bien sûr. Voilà, alors je vais commencer par motiver le papier en disant que on a l'impression que la production de recherche scientifique est organisée pour au moins exploiter les effets de pair. Donc, typiquement, on est réunis dans des départements de recherche. Parfois, ces départements de recherche ils sont construits sur des spécialisations des individus. Donc, on est rassemblés aussi sur la base de ces spécialisations. On interagit en conférence, on interagit en séminaire comme celui-là, donc j'espère que la discussion à la fin du séminaire pourra être utile dans cette optique, à la fois potentiellement pour le papier, si vous avez des retours intéressants, mais aussi pour discuter de recherche en général et d'extension possible, de différents projets qui peuvent être réalisés dans cette littérature. Alors nos pairs, d'une manière très générale, nos pairs ils peuvent jouer un rôle assez direct en tant que co-auteur, ou des rôles indirects. Et typiquement, on pense à deux mécanismes principaux dans les rôles indirects. C'est les pairs qui vont vous aider par des commentaires dans le processus de publication, enfin dans le processus de production scientifique, hein, tout un tas d'échanges informels ou plus ou moins formels qui aident à améliorer la qualité de la recherche, à générer des idées, et améliorer la qualité des papiers et la quantité aussi d'articles publiés. Et puis un autre type d'effet indirect qui peut être le modèle de rôle, enfin, c'est-à-dire que vos pairs ils peuvent montrer l'exemple, montrer des bonnes pratiques de travail, soit en étant là je sais pas, tôt le matin à tard le soir. Des anecdotes dans certains labos où on disait que voilà, quand il y avait certains chercheurs présents du matin au soir, ça motivait les doctorants à être là aussi, à venir beaucoup travailler, ainsi de suite. Donc ça peut être un rôle modèle, ou alors par le mimétisme dans les présentations, dans le type de questions, dans la façon de poser les questions, qui peut nous aider aussi à améliorer nos papiers, notre processus de production scientifique d'une manière générale. Et donc, une question assez générale dans cette littérature, c'est quelle est la taille des effets de pair? Est-ce qu'il en existe déjà? Quelle est leur taille? Quelle est leur nature? Et là où nous, on va contribuer un petit peu plus, c'est est-ce qu'il y a de l'hétérogénéité entre différents groupes? Et donc ça fait partie des éléments dont je parlerai pas mal pendant cette présentation. Alors, avant de rentrer un petit peu dans le détail de ce qu'on fait, je vais parler un peu de littérature pour fixer un petit peu les idées. Et donc, je vais commencer par citer ce papier de Borjas et d'Oran qui différencie 3 dimensions le long desquelles les pairs peuvent créer des externalités positives. Et donc, ces 3 dimensions, c'est l'espace des idées, l'espace géographique et l'espace des collaborations. Donc, il y a beaucoup d'évidence de spillover, donc d'effet de pair, dans l'espace de collaboration. Donc là, je reprends le vocabulaire de Borjas et d'Oran. Hein. Et donc, typiquement, voilà, il y a tout un tas de papiers qui, en utilisant des expériences naturelles assez convaincantes, montrent que quand on perd un co-auteur, on a une décroissance, une perte de productivité. Donc, c'est des chocs négatifs. Donc, typiquement, Azoulay, Graff et Wang, c'est simplement l'extinction de... C'est un papier super célèbre qui s'appelle Superstar Extension. Donc, c'est des morts tout simplement de scientifiques stars
Et ça a montré que ça décroissait la productivité de leurs co-auteurs. Hotel précise que c'est particulièrement le cas si ces stars étaient particulièrement apportaient beaucoup d'effets de pair. Et typiquement, il a regardé spécialement les remerciements dans les papiers pour savoir qui était remercié, et donc qui avait potentiellement contribué à améliorer la qualité des papiers. Ces mêmes Borjas et Doran, eux, utilisent le fait que beaucoup de mathématiciens ont quitté l'Union soviétique et que ça a eu un impact assez négatif sur la productivité de leurs co-auteurs qui sont restés en Union soviétique. Et Jarava-Petkova et Bell, un petit peu dans la même idée qu'Azoulay, Graf et Wang, même chose, mais sur des inventeurs, donc avec des données de brevets, montrent que pareil, des morts prématurées décroît la productivité, les rendements et les citations des co-inventeurs, donc des co-auteurs des gens décédés. Voilà. Par contre, donc ça, globalement, cette littérature nous dit, voilà, il y a l'air d'avoir des effets de pair, des effets d'externalité positive entre co-auteurs, donc ce qu'on appelle ici donc l'espace de collaboration. Par contre, donc, en utilisant le même type d'expérience naturelle, toujours aussi assez convaincant, ces chocs qui ont été utilisés, je trouve, il n'y a pas beaucoup d'évidence dans la littérature de spillover, donc d'effets de pair, dans l'espace géographique. Donc typiquement, Waldinger, donc papier super célèbre aussi, qui utilise le fait que les scientifiques juifs sont fait expulser d'Allemagne nazie à partir de 1933. Il montre que ça n'a pas tellement d'impact sur les collègues, donc les collègues locaux, donc dans les départements de maths, physique et chimie. Donc les collègues qui sont restés et donc qui ont perdu des collègues. Donc il y a à la fois une baisse du nombre de collègues et un changement de la qualité moyenne des collègues. Et donc la perte des collègues de très bonne qualité, ça n'a pas l'air d'avoir impacté négativement la productivité de ceux qui sont restés. Même type de stratégie de la part des deux papiers de Borjas et Doran. Donc j'ai déjà parlé celui-là sur les mathématiciens qui ont quitté l'Union soviétique. Donc pareil, ça n'a pas l'air d'avoir, comme j'ai dit dans le slide précédent, ça a décru la productivité des co-auteurs, de ces mathématiciens qui ont quitté l'Union soviétique, mais ça n'a pas tellement décru la probabilité de leurs collègues. Et puis même chose, Jarava, Petkova et Bell, dans l'espace de collaboration, il y a l'évidence d'effets de pair, de spillover, mais pas dans l'espace géographique, donc d'après ces papiers. Donc les collègues qui ne sont pas co-auteurs n'ont pas connu de baisse de la productivité suite au décès de ces scientifiques. Donc la littérature conclut plutôt à l'absence d'effets de pair au niveau géographique, c'est-à-dire au niveau local, donc dans les départements de recherche. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va révisiter cette question dans un contexte totalement différent. Donc on va revisiter cette question des effets de pair dans l'espace géographique. On va se demander, est-ce qu'il y a des effets de pair donc locaux dans la recherche académique, qui revient à poser la question suivante, est-ce qu'on bénéficie des interactions avec nos collègues pour publier plus et de meilleurs papiers? Donc ça, on revisite un petit peu cette question qui a déjà été posée dans les papiers que je viens d'évoquer. Et on va aller un petit peu plus loin en se demandant quel type d'appariement entre celui qui génère les effets de pair et celui qui les reçoit. Donc, j'en ai parlé un petit peu tout au début de la présentation. Quel type d'appariement génère plus ou moins d'effets de pair. Voilà. Donc ça va être, finalement, c'est dans cette dimension que là, le papier est le plus innovant. C'est vraiment en regardant l'hétérogénéité au niveau de l'appariement entre émetteurs et receveurs de l'effet de pair. Alors, maintenant, je vais attaquer la partie sur la stratégie d'identification. Avant de montrer vraiment ce que nous, on fait, je voudrais rappeler un petit peu, pour fixer les idées, la complexité d'identifier des effets de pair causaux, qui est un problème assez connu depuis le reflection problem de Mansky. Donc là, je présente un modèle très naïf dans lequel je veux régresser l'outcome d'un individu I, par exemple sa production scientifique, sur son nombre de pairs dans le département D, donc ça c'est ce ND. J'indice toujours le département D dans lequel est l'individu I en mettant I entre parenthèses.
Et puis, la productivité des paires de I, donc ce grand Y, là, c'est la productivité moyenne des paires de l'individu I dans le département D. Donc formellement, hein, c'est la moyenne, c'est 1 sur le nombre de paires fois la productivité de tous les paires J qui sont dans le département D, dans le même département que l'individu I, mais qui ne sont pas I. Donc, ce qui nous intéresse, c'est bêta, l'effet causal de la productivité. On voudrait, notre coefficient d'intérêt, c'est bêta, donc qu'on souhaite être une mesure de l'impact causal de la productivité des paires de I sur sa production scientifique à lui. Donc, c'est le même type. Je parle de production scientifique, mais évidemment, ce type de modèle est beaucoup débattu aussi en économie de l'éducation, où on s'intéresse aux effets de paires entre élèves, par exemple. Hein, vous aurez les notes en maths de l'individu I sur la moyenne des notes en maths de ses camarades de classe. Vous aurez exactement le même type de problème d'endogénéité. Les problèmes d'endogénéité de ce modèle qui font que c'est compliqué que bêta soit l'effet causal, c'est de la causalité inverse, c'est-à-dire que si les paires de l'individu I affectent sa productivité, la causalité va aussi aller dans l'autre sens, c'est-à-dire que l'individu I, si vous croyez à votre modèle, l'individu I va aussi affecter la productivité de ses pairs. Donc, problème de causalité inverse assez standard. Et puis, des variables omises. C'est-à-dire qu'il va y avoir des chocs communs qui vont affecter la productivité à la fois de l'individu I et de ses pairs. Donc, typiquement, de bonnes conditions de travail, ou en école d'éducation, c'est un bon prof, par exemple. Donc, pour essayer de limiter tous ces problèmes d'endogénéité, le premier truc qu'on va faire, c'est d'utiliser des données de panel pour contrôler déjà pour tout un tas d'inobservables. Donc, maintenant, j'ai mon... Donc, voilà. Donc, ça commence à ressembler, ça ressemble même pas mal au modèle que je vais estimer. Donc, j'ai la productivité, la production scientifique de l'individu I qui varie dans le temps. Maintenant, je peux la mesurer à chaque date, toujours sur son nombre de paires. Pareil, ça va potentiellement varier dans le temps, sur la productivité moyenne de ses pairs, mais je vais pouvoir, du coup, avec cette spécification-là, contrôler pour des effets fixes individuels, θi, des effets fixes départements, gamma d, et des effets fixes alpha t qui vont capturer tout un tas d'inobservables à ces trois niveaux. Donc ND, c'est toujours le nombre de paires de l'individu I à la date, dans le département D à la date T. Donc maintenant, mon coefficient d'intérêt qui va être bêta, dans un cadre plus général, je pourrais m'intéresser à mu, mais nous, dans le contexte que je vais décrire plus tard, on n'a pas de choc de taille. Donc mu, ça ne va pas vraiment m'intéresser, parce que je n'ai pas de variation fondamentale dans la taille de mes départements de recherche, donc dans le nombre de paires. Donc ce qui va m'intéresser, c'est vraiment la quantité bêta ici, ce paramètre-là. Donc avec mes effets fixes individuels et départements, bêta est identifié sur la variation temporelle de la productivité des paires de l'individu I dans le département D. Alors cette productivité, donc du coup les variations de ce grand Y, c'est ça qui va être important. Donc les variations de grand Y, elles peuvent venir de deux sources principales. Soit l'individu I peut changer de département. Donc dans ce cas-là, si l'individu I change de département, il va faire face à un nouveau set de paires. Et la deuxième source de variation de ce grand Y, là, c'est la variation sans changer de département. La variation des paires de I peut, la productivité des paires de l'individu I dans le département D peut varier au cours du temps. Dans les faits, c'est cette deuxième source de variation qui va être importante. C'est-à-dire que le fait que l'individu I change de département D, d'une part, on a assez peu de mobilité dans le contexte qu'on va étudier, et d'autre part, on considère que cette mobilité a de fortes chances d'être endogène, et du coup, on va la neutraliser en parfois, dans certaines régressions, en robustesse, et ça change strictement rien, on va mettre, au lieu de mettre un effet fixe individuel et un effet fixe département, on va interagir, et on va avoir un effet fixe individu fois département. De sorte qu'à ce que la source de variation qui reste, c'est moi je suis dans un département et j'ai des chocs de productivité des pairs autour de moi. Mais je neutralise la source de variation qui consiste pour l'individu I à changer de département D. Donc ça, si vous vous rappelez, José, il en a bien parlé la semaine dernière aussi, du fait d'avoir des effets fixes interagis individu-département. Donc qu'on neutralise ou pas cette source de variation de la mobilité de l'individu I avec des effets fixes croisés ou pas, ça ne change pas grand-chose parce que dans les faits, la mobilité est faible. Et ce qui va vraiment identifier bêta, c'est la variation moyenne
c'est la variation de la productivité des paires de I au cours du temps dans le département D. Et cette variation de productivité moyenne des paires de I dans le département D, elle peut varier dans le temps pour deux raisons. Soit parce que il y a des nouveaux pairs qui arrivent et d'autres pairs qui partent, donc il y a un changement de composition du département. Soit théoriquement, ça pourrait aussi varier parce que, au cours du temps, la productivité de chaque paire de l'individu I dans le département D pourrait varier au cours du temps. Comme on considère que cette deuxième source de variation dont je viens de parler est potentiellement endogène, on va construire cette productivité moyenne des paires de I en utilisant la productivité moyenne de chaque paire J mesurée sur l'ensemble de la carrière de l'individu J. Donc c'est ça, un T lower bar et T upper bar, c'est la première et la dernière année de carrière. Donc on calcule d'abord la productivité moyenne sur l'ensemble de la carrière de chaque individu J. Et ensuite, on calcule cette productivité moyenne des paires de l'individu I dans le département D en moyennant ces moyennes de productivité sur l'ensemble des carrières. Pourquoi on fait ça? Justement, c'est pour neutraliser les variations temporelles de la productivité de chaque paire qu'on considère comme endogènes, parce qu'on pourrait très bien imaginer que d'un coup, il y a plus d'argent, par exemple, dans mon département, on a eu une EUR, ou je sais pas quoi, on a obtenu un gros financement, et ça va augmenter dans le temps la productivité de l'individu I, mais aussi de la productivité potentiellement de tous les PRJ. Et donc, on va avoir quelque chose on va avoir un problème d'endogénité. Donc, on neutralise cette source de variation en calculant la productivité moyenne des paires, en utilisant la productivité moyenne sur l'ensemble de la carrière de chaque PRJ. Et du coup, on va identifier bêta simplement sur les changements de composition dans le département. Alors, vous allez me dire, vous aurez tout à fait raison, ça ne tue pas complètement tous les problèmes d'endogénité parce qu'effectivement, les variations de composition peuvent elles-mêmes être endogènes. Et donc, effectivement, ça, c'est le cas standard en écogéo, hein, c'est que les choix de localisation sont endogènes. Et donc, ici, on peut tout à fait imaginer un tri spatial dynamique qui fait que des chercheurs bougeraient dans des universités, dans des départements aux tendances de productivité similaires aux leurs, hein, malgré la présence d'effets fixes individuels et départements qui doivent contrôler pour le tri spatial qui ne varie pas dans le temps. Mais le tri spatial qui varierait dans le temps, il n'est pas contrôlé par cette spécification. Donc, on a besoin, exactement comme Waldinger qui utilisait les juifs expulsés d'Allemagne nazie, comme Borjas et Doran qui utilisaient les chercheurs qui ont quitté l'Union soviétique, ou comme Jarava, Petkova et Bell qui ont utilisé des morts prématurées de scientifiques. Nous aussi, on a besoin d'un choc de localisation. Donc le nôtre, il va être un peu moins exogène, un peu moins historique, mais il va être du coup un peu plus contemporain et il va être un peu plus. On va utiliser les particularités en fait du système français, puisqu'on va utiliser en fait l'agrégation du supérieur comme expérience naturelle. Donc j'imagine que peut-être certains d'entre vous connaissent bien cette agrégation du supérieur, mais je vais quand même la rappeler pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc jusqu'en 2014, il y avait tous les 2 ans un concours national pour devenir professeur des universités. Donc ce n'était pas la seule voie pour devenir professeur des universités, mais c'était la voie la plus rapide pour passer en général de maître de conférence ou de chargé de recherche au CNRS, où il y avait aussi des individus qui venaient de l'étranger, mais pour devenir professeur des universités en France. Donc c'était un concours qui avait lieu tous les 2 ans, et pour remplir il y avait entre 15 et 33 postes par concours. Et donc des universités décidaient ou pas si elles voulaient ouvrir des postes et recruter des professeurs des universités par le biais de ce concours national. Donc ensuite, le concours était assez long, donc il y avait 3 ou 4 étapes, ça dépendait des années. Ça durait en général 6 mois avec plusieurs entretiens et des leçons à faire sur des sujets tirés au sort. Donc c'était un concours assez coûteux pour les candidats et j'imagine pour le jury aussi d'ailleurs, mais à la fin duquel, c'est ça qui nous intéresse. Pour nous, c'est ça qui va nous intéresser, c'est qu'à la fin du concours, il y a un classement qui est fait par le jury. Et ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est que les candidats qui donc ont eu le concours vont choisir leur poste dans l'ordre du classement.
Ce qui fait que les choix de localisation, même s'ils vont être très importants pour ceux qui sont classés dans le premier au concours, ce qui va nous intéresser, ce qu'on va utiliser, c'est les derniers classés qui ont, eux, des choix de localisation relativement restreints. Et c'est cette source de variation qu'on va vouloir utiliser. Voilà. Donc, on utilise ce concours d'agrégation du supérieur qui va allouer des chercheurs, des enseignants-chercheurs dans des nouvelles universités, basé sur la base de ce concours et du classement qui en résulte. Donc, je reparlerai de ça un petit peu plus tard. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, voilà, donc ça, c'est une première contribution. Une deuxième contribution, elle consiste à étudier les effets de pair à un niveau plus fin que ce qui a été fait jusqu'à maintenant dans la littérature. Et donc, typiquement, de regarder les effets de pair au niveau des champs de recherche qu'on va mesurer avec les codes GEL, parce que, je ne l'ai peut-être pas dit, mais on va utiliser des données d'économistes. Oui, d'ailleurs, ce concours d'agrég du supérieur, c'était pour les économistes, les juristes et les sciences de gestion. Et il a été supprimé donc pour les économistes. Je crois qu'il continue pour les disciplines juridiques, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Donc nous, on va utiliser des données d'économistes. Voilà. Et donc, on va étudier les effets de pair à un niveau plus fin que ce qui est fait habituellement, donc avec nos codes GL. Et puis, on va étudier, comme j'ai déjà dit, l'hétérogénéité en termes de genre et d'âge de l'appariement entre celui qui génère les effets de pair et celui qui reçoit les effets de pair. Voilà. Et donc, petit preview des résultats. Contrairement à la littérature, on trouve un effet positif d'une arrivée d'un nouveau pair, mais seulement dans un champ donné. Donc, ce qui est intéressant, c'est que contrairement au reste de la littérature, on a un choc d'arrivée et non pas un choc de départ. Et qu'en regardant des effets de pair à un niveau relativement fin, donc au niveau des codes GEL, on trouve des effets de pair positifs. Et puis, voilà, il y a des résultats intéressants sur l'hétérogénéité. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc, du coup, mon estimation au niveau champ, je vais la noter. Maintenant, je vais avoir la production scientifique de l'individu I dans le champ F à la date T, qui est toujours régressé sur son nombre de paires, et sur la productivité moyenne de ces paires dans le champ F. Pareil. Et puis, donc, mes effets fixes temps, ils sont maintenant des effets fixes champ fois temps, pour contrôler, pour des effets de mode peut-être, ou je ne sais pas, tout un tas de chocs qui pourraient arriver au niveau du champ pour l'ensemble des enseignants-chercheurs en économie en France à différentes périodes de temps. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va instrumenter cette productivité moyenne des paires de l'individu I dans le département D dans le champ F à la date T par la productivité moyenne dans ce champ F des 10 derniers agrégés, donc des 10 derniers au classement du concours d'agrégation qui arrivent dans le département D. Alors je dis 10 derniers, en général il n'y en a qu'un qui arrive dans le département D. Mais donc on va utiliser les 10 derniers du classement de l'agrég pour instrumenter pour cette productivité des paires de l'individu I dans le champ F. Voilà, et donc, voilà, donc là je vous ai remis la formule, c'est pas très intéressant. Et donc l'idée pour un tel instrument, c'est de se dire quoi? C'est de se dire que les 10 derniers du classement, ils ont un choix ils ont un set de choix hyper restreint. Pourquoi? Parce que il y a tous les premiers qui ont déjà choisi là où ils voulaient aller. Donc les choix restants au dernier du classement d'agrég, ils sont relativement restreints. Et donc notre argument, c'est que de part qu'ils ont des choix restreints, les 10 derniers, ils ne vont pas nécessairement choisir d'aller dans des universités qui ont des tendances de productivité dans le champ F similaires aux leurs. Donc ça va être ça, l'hypothèse identifiante fondamentale. Et donc on va documenter un petit peu ces choix de localisation aussi pour argumenter que cette hypothèse, elle ne nous paraît pas complètement folle. Voilà, donc elle est là, l'hypothèse identificatrice, je l'ai remis là. Donc l'hypothèse fondamentale, c'est que les 10 derniers au concours d'agrégation, ils ne considèrent pas les tendances de productivité dans les départements potentiels dans leur champ de recherche pour choisir le département dans lequel ils veulent aller. Voilà, donc c'est ça l'hypothèse identifiante. Donc, de manière assez particulière, c'est que on a un contexte dans lequel on observe
ces choix de localisation, ces choix possibles pour chaque candidat. On observe l'ensemble des choix possibles et on observe l'option qui a été choisie par chaque candidat qui a eu la grille. Et donc ça, c'est un contexte assez particulier, c'est que en général, en économie géographique, on ne peut pas observer les choix de localisation. Et ici, on a des données qui nous permettent d'observer vraiment les choix de localisation, et donc on a pu étudier les déterminants de ces choix de localisation. Et donc ce qu'on montre, c'est que ces choix de localisation ont l'air d'être déterminés principalement par la distance géographique entre les positions potentielles que peuvent être choisies par le candidat qui a eu la grille et là où il était au moment où il a passé le concours. Donc, sachant ça, on a construit un instrument alternatif en robustesse où, au lieu de prendre les 10 derniers agrégés, en fait, on les prend tous, mais on les attribue non pas dans l'université dans laquelle ils sont réellement allés, mais dans l'université la plus proche au moment du concours. Donc voilà, en prenant vraiment ces résultats de régression de choix de localisation à la lettre, en se disant le truc le plus important, c'est la distance. Donc qu'est-ce qui se serait passé si les lauréats de l'agrégation avaient systématiquement choisi l'université la plus proche disponible? Sachant que, pareil, on se sert du classement pour se dire que d'abord, le premier classé choisit l'université la plus proche, et ensuite le deuxième, conditionnellement au choix restant, choisit l'université la plus proche, et ainsi de suite. Et donc, en affectant comme ça uniquement sur la base de la distance géographique tous les agrégés à des universités, on construit un instrument alternatif de la productivité des pairs et qui reste relativement fort et donc avec lequel on peut instrumenter la productivité des pairs. Voilà. Alors, voilà, un petit résumé des résultats ici dans ce slide. Évidemment, je vais y revenir. Mais donc, on montre qu'il y a des effets de pair qui ne sont pas seulement dus à des collaborations. Donc, ce n'est pas seulement sur des papiers qui sont coécrits. Ces effets de pair, ils vont dépendre à la fois des caractéristiques de celui qui génère l'effet de pair et de celui qui les reçoit. Et donc, l'appariement entre l'émetteur et le receveur va être important. Et les receveurs sont des gens qui sont des collègues qui travaillent seulement dans le même champ de recherche. Donc, on trouve des effets de pair au sein des champs de recherche, mais pas d'effets de pair entre les champs de recherche. Voilà. Puis le matching, l'appariement est important. Et je montrerai peut-être aussi qu'il y a des effets de substitution, si j'ai le temps, mais ce n'est pas super important. Alors, un petit mot sur les données qu'on utilise. Donc, on a l'ensemble des enseignants-chercheurs en économie en France de 90 à 2008. Donc, on sait dans quel laboratoire ils sont, par quelle université ils sont employés ou par quel laboratoire de recherche ils sont CNRS ou INRA. On a bien sûr leur genre, leur âge, le type de poste. Donc, bon, là, il n'y a pas beaucoup de catégories, mais c'est chargé de recherche, directeur de recherche, ou maître de conf ou prof, en gros. Donc, leur localisation, et tout ça, c'est au niveau individuel et tous les ans. Donc, quand il y a des individus qui bougent, on l'observe. On va garder que les départements où il y a au moins 4 membres, parce que sinon, on considère que c'est pas vraiment... Voilà, il y a quelques économistes qui sont un petit peu, en fait, dans certaines universités, mais qui sont seuls. Donc là, on considère que ce n'est pas vraiment un département. Donc, on veut au moins 4 membres à temps plein. Et donc, à l'arrivée, on a en tout 4200 enseignants-chercheurs en économie sur l'ensemble de la période, avec une moyenne qui est à peu près de un peu moins de 3000 par an, et qui est croissante dans le temps. Et donc, à peu près 83 différents départements. Et donc, pour mesurer la production scientifique, on va merger tout ça avec la base de données Econlit, qui est une base de données qui recense les publications en économie, donc dans plus de 1200 journaux. Et on a cette base de 1991 à 2008. Et donc, elle inclut les codes gel, typiquement, ce dont on va avoir besoin pour mesurer la production dans le champ F. Donc, notre variable dépendante, comme j'ai déjà dit, ça va être la production de l'individu I dans le champ F à la date T. Donc, j'insiste bien sur le fait que c'est la production. Et cette production dans le champ F, à cause des délais de publication, on va la mesurer avec les publications des années T+1, T+2 et T+3. On considère que ce que vous faites cette année, donc à l'année T, c'est-à-dire votre production scientifique à la date T, à cause des délais de publication, elle est mesurée à des dates ultérieures.
Donc voilà, c'est simplement le décalage entre l'année de production et l'année d'observation de la production. Donc là, on est obligé de faire des hypothèses. On fait une hypothèse assez standard et puis on fait des tests de robustesse sur cette dimension. Mais effectivement, on sait tous, hein, si vous êtes un chercheur en économie. En plus, en économie, c'est possible qu'on ait des délais de publication qui soient beaucoup plus longs que dans d'autres disciplines, mais on sait tous qu'effectivement, hein, les papiers sur lesquels on bosse cette année, ils ne seront pas publiés cette année. Si vous y arrivez, je veux bien avoir la recette, parce que c'est pas mon cas en tout cas. Voilà. Mais donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que depuis le début, j'ai parlé de la production de l'individu I à la date T, qui ne sont pas ses publications. On va utiliser ces publications futures pour mesurer la production à la date T. Voilà. Petit point dû au délai de publication. Alors, s'il n'y a pas de questions de clarification, je veux bien faire une pause, hein, s'il y a besoin. Parfois, mes étudiants disent que je parle trop vite et que je ne fais pas assez de pause, donc je leur dis de m'arrêter dans ces cas-là. Donc pareil, hein, n'hésitez pas aussi à m'arrêter s'il y a besoin. Excuse-moi, est-ce qu'il y a quelques questions ou pas à ce stade? Ok. Bon, personne ne se manifeste. Ça marche. Bon, j'avais juste une petite question. Sur les coécritures, comment tu le traites? Ah oui, c'est vrai que j'aurais peut-être dû préciser ça. Donc effectivement, là, un papier qui est écrit par 2 auteurs, je considère que chaque auteur a écrit un demi-papier. Donc je divise par le nombre d'auteurs. On fait ça pour des questions d'agrégation, c'est-à-dire que quand on calcule la production totale du département, on veut bien que ce soit la somme du coup de la production de tous les membres. Et que ça ne soit pas un truc non linéaire, une fonction un peu bizarre de ce truc-là. On n'a pas fait de test de robustesse particulier par rapport à ce choix, mais c'est vrai qu'on pourrait. J'ai l'impression que c'est une hypothèse relativement standard, mais effectivement, si vous avez vu autre chose, je suis ouvert à la discussion. Voilà. Il y avait une formule qui avait été utilisée à l'agrégation justement pour attribuer des points en fonction du nombre d'auteurs que vous pourriez tester éventuellement pour voir si ça changeait ou pas. Ok, donc c'est quoi? C'est avec des racines carrées, non? C'était un truc un peu non linéaire. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, c'est vrai qu'on aurait pu faire un test de robustesse là-dessus. Nous, l'argument pour avoir quelque chose de très linéaire et simplement divisé par le nombre d'auteurs, c'est pour des questions d'agrégation. C'est pour quand on réagrège la production scientifique au niveau du département, ça soit bien la somme de la production des membres. Mais c'est vrai qu'en fait, on aurait pu tester des formes fonctionnelles un petit peu différentes. Et j'avais une autre question, c'est sur le lieu de résidence des chercheurs. Vous avez fait comment? Malheureusement, on n'observe pas le lieu de résidence. On observe seulement le lieu de travail. Donc ça, c'est vrai que… Et du coup, la distance qu'on va utiliser dans nos régressions de choix de localisation, parce que c'est pour ça que c'est important, du coup, c'est la distance entre les lieux de travail. Donc effectivement, ça fait partie des limites. Hein. Malheureusement, on n'observe pas le lieu de résidence des individus. Et c'est vrai que s'il y a des enseignants-chercheurs qui habitent loin de leur lieu de travail, ce qui est possible, hein, ça arrive dans notre métier, et ben du coup, voilà, ça va créer un peu de bruit pour ces gens-là, c'est sûr. Pareil, on n'observe pas plus de caractéristiques individuelles. On aurait pu vouloir contrôler par le nombre d'enfants, par exemple, parce que ça peut avoir un impact sur le partage des tâches, sur la production scientifique. Voilà. Il y a tout un tas de chocs qu'on peut imaginer dans nos vies personnelles qui peuvent avoir des impacts sur notre production scientifique. Bon, malheureusement, on est un peu limité par les données pour aller plus loin dans cette dimension. Si on avait les données, c'est vrai qu'on pourrait aller plus loin et faire des choses plus intéressantes, mais là, on est malheureusement un peu limité. Est-ce que vous faites une pondération par la qualité des publications, le ranking des publications? Oui, alors pas dans ce que je vais vous montrer aujourd'hui, parce que pour interpréter les résultats, c'est plus simple. Là, en fait, effectivement, dans les régressions que je vais vous montrer aujourd'hui, tous mes Y, là, c'est des nombres, c'est des quantités, c'est des nombres d'articles. Et de sorte que je vais pouvoir interpréter facilement de manière quantitative mon bêta à chapeau estimé. Mais dans le papier, on a des robustesses où effectivement on pondère ensuite par la qualité des journaux, utilisant différents index. Et ça ne change pas grand-chose. Enfin, il y a quelques résultats qui sont un petit peu différents, qui suggèrent que certains effets de pair sont peut-être un peu plus présents sur la dimension quantité, d'autres un peu sur la dimension qualité, mais le message général du papier n'est pas drastiquement différent. Merci pour la référence que je viens de voir dans le chat, ça peut être utile effectivement.
Ok. Donc, résultat par MCO, pour commencer. Donc, dans la première colonne, c'est la régression au niveau agrégé. C'est-à-dire que ma variable dépendante et la productivité des paires, elle est mesurée au niveau agrégé. Et donc là, on trouve quelque chose qui n'est pas significatif. Donc pourquoi on fait toutes ces régressions? C'est parce qu'une des motivations du papier, c'était vraiment de repartir du papier de Waldinger, donc, qui est publié dans Ristod, qui utilise les évictions des Juifs d'Allemagne nazie. Et donc, on a exactement la même spécification que lui au départ. Et voilà, pour voir si on avait quelque chose de spécifique sur nos données, mais donc, on retrouve le même zéro qu'à Waldinger quand on a nos régressions au niveau agrégé. Quand on passe la variable dépendante seulement au niveau champ de recherche, mais qu'on laisse la variable indépendante explicative au niveau agrégé, on trouve aussi 0. Et donc, pour trouver une évidence d'un coefficient différent de 0, il faut avoir à la fois la variable dépendante et à la fois la variable indépendante mesurée au niveau champ de recherche, donc qui est la dernière équation que je vous ai présentée. Donc là, typiquement, je disais que l'avantage de cette spécification où j'avais toutes mes mesures qui étaient en nombre d'articles, c'est que c'est facile d'interpréter ce 0,7 là, disons. C'est-à-dire que si tous mes pairs augmentent leur productivité en macroéconomie de 1 papier en moyenne par an, et moi, en réponse, je vais publier 0,7 papiers de plus en macroéconomie par an. Voilà. Donc ça nous donne une interprétation facile. Donc là, ce n'est pas causal pour l'instant, parce que je n'ai pas encore instrumenté, mais on a quand même commencé à regarder un petit peu s'il y avait de l'hétérogénéité en interagissant notre variable d'intérêt avec une variable indicatrice pour être une femme et l'âge des chercheurs. Et il se trouve qu'on a l'impression que les femmes reçoivent moins d'effets de pair que les hommes. Donc là, en interagissant seulement en interagissant de la manière, je teste simplement sur l'hétérogénéité sur le receveur de l'effet de pair. Plus tard, je testerai l'hétérogénéité sur l'émetteur de l'effet de pair. Mais donc, les femmes ont l'air de recevoir moins d'effets de pair et les chercheurs seniors, les chercheurs plus expérimentés, ont l'air aussi de recevoir moins d'effets de pair. Donc, comme j'ai argumenté, ces régressions peuvent être biaisées par des choix de localisation endogènes. Donc, on va vouloir instrumenter. Avant de passer à l'IV, je vous montrais les régressions de choix de localisation. Donc ça, c'est des logites conditionnels, du coup, sur les déterminants des choix de localisation des agrégés. Donc, il y a c'est des régressions en logites conditionnels avec des effets fixes locaux, donc des effets fixes pour toutes les universités. Et donc, dans ma base de données, j'ai bien que le premier du classement a tous les choix possibles, le deuxième du classement a tous les choix possibles, sauf le choix du premier, et ainsi de suite. D'ailleurs, ça me permet de donner une motivation sur ces 10 derniers agrégés qu'on va utiliser au final dans l'instrument. C'est que, évidemment, qu'on aurait préféré en utiliser moins. C'est-à-dire que l'instrument le plus propre, finalement, ça serait d'utiliser que le dernier agrégé. Parce que lui, il n'a pas le choix du tout. Parce que tous les autres ont choisi avant, et puis il est obligé de prendre le poste qui reste. Mais si on fait ça, évidemment, notre instrument va être trop faible. Donc voilà, donc il y a une sorte de trade-off ici entre en prendre que les derniers, ce qui donne un instrument peut-être plus convaincant, où il y a peut-être plus d'exogénéité, mais au risque d'avoir un instrument qui est trop faible. Et puis, plus on garde d'agrégés pour construire l'instrument, moins l'instrument risque d'être exogène, mais plus il va être fort. Donc, on doit jouer un petit peu sur ces deux dimensions. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à 10. Quand on prenait que les 5 derniers, typiquement, l'instrument était trop faible. Voilà pour la petite histoire. Voilà. Donc qu'est-ce que nous disent ces choix de localisation? Les agrégés ont l'air d'aller, quand je ne contrôle pas par mes variables de distance, donc effectivement, je devrais peut-être expliquer un peu plus ces variables. Donc, log du nombre d'académiques, donc là, la question, c'est est-ce que les agrégés choisissent des facs où il y a plus qui sont plus grosses, tout simplement, des départements qui sont plus grosses. La reproduction moyenne des différentes, dans les différentes facs où l'agrégé peut aller, pondérée par la spécialisation de l'agrégé.
Donc la question, c'est est-ce que dans les différentes facs où je peux aller en tant qu'agrégé, les gens sont bons dans mon champ de recherche? Et donc après, une variable indicatrice, si une des universités dans laquelle je peux aller, c'est celle où je suis couramment employé en tant que maître de conf. Et puis sinon, donc il y a une interaction avec cette variable indicatrice, le log de la distance entre là où je suis maître de conf et les différents choix possibles. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, quand je ne contrôle pas par les variables de distance, on a l'impression que les agrégés veulent aller dans des facs où les gens sont meilleurs dans leur champ de recherche. Et ça, c'est vrai à la fois pour tous les agrégés et seulement pour les 10 derniers. Mais quand on contrôle pour les variables de distance géographique, qui sont les 2 dernières, là, et ben, le coefficient associé à cette variable de production scientifique, il devient non significatif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il devient, pour les 10 derniers, il devient même négatif, bon, enfin avec un écart type énorme, mais en tout cas donc non significatif. Par contre, vous voyez, hein, les variables de distance ont l'air d'être hyper significatives. Donc ça laisse à penser, ce qui n'est pas complètement aberrant si vous pensez que les gens qui passaient la grecque, c'était beaucoup de gens à des âges où les contraintes familiales peuvent être très importantes. Donc c'est assez logique hein, que la distance joue un rôle important dans les choix de localisation des agrégés. Voilà, donc ça, c'est des petites régressions illustratives pour essayer de penser que cette stratégie d'identification, elle n'est pas complètement absurde quoi, par rapport aux réalités de ce qui se passait dans ces concours d'agrég. Et c'est vrai qu'ils sont assez cohérents avec tout un tas d'anecdotes qu'on peut entendre de la part des uns et des autres, quoi. Voilà. Donc, je crois qu'en gros, j'ai déjà raconté tout ce qui était dans ce slide, hein, mais en gros, l'argument de ces régressions, c'est de se dire, le facteur déterminant du choix de localisation, ce n'est pas la production scientifique dans les champs de recherche des agrégés, c'est la distance géographique. Et donc, on n'utilise que les 10 derniers parce qu'ils ont un choix de localisation beaucoup plus restreint, et donc potentiellement, leur choix de localisation va être plus exogène que ceux qui ont un choix de localisation, plus de choix. Et donc, c'est ça qui crée notre variation de productivité moyenne des pairs. C'est la variation qu'on va utiliser pour instrumenter. Voilà, donc du coup, ce qu'on utilise, c'est la productivité de chaque agrégé classé dans les 10 derniers qui arrive dans un département. On utilise ça comme un instrument de la qualité moyenne des pairs de l'individu I dans le département, dans chaque champ toujours. Voilà, donc qu'est-ce que ça donne quand j'instrumente? Donc, petite remarque avant de rentrer dans le détail, c'est que je perds beaucoup d'observations, parce que maintenant, je suis obligé de me restreindre à l'échantillon des universités, des facs qui reçoivent au moins une fois un des 10 derniers agrégés. Du coup, l'OLS est un peu plus faible. Voilà, bon, ça peut s'expliquer par le fait qu'effectivement, c'est des facs un peu différentes que sur mon échantillon total. Et ce qui m'intéresse, c'est que quand je passe en IV, j'ai un effet, du coup, ici, un effet causal. Typiquement, quand j'ai une augmentation de 1 papier en moyenne par an de la productivité de mes pairs en macro, c'est un effet causal de 0,3 papiers par an en macro pour moi. Donc je vois que j'ai complètement débordé le timing, là, donc je vais essayer de... je ne sais pas combien de temps il me reste, hein, mais je peux faire un peu plus vite maintenant que j'ai présenté le... Il n'y a pas de problème hein, pour l'instant, on est à 45 okay. minutes, on peut tenir 1 heure encore, donc un quart d'heure. Enfin, ok, ça marche. 1 heure de ça présentation, donc un quart d'heure. Ok, ça marche. Je voulais voilà, laisser du temps pour les questions si on avait. Donc ensuite, dans ce sous-échantillon, en instrumentant ou sans instrumenter, on retrouve cette hétérogénéité que les femmes ont l'air de recevoir moins d'effets de pair et que les chercheurs plus expérimentés aussi ont l'air de recevoir moins d'effets de pair. Donc les questions qu'on s'est posées ensuite, c'est quels sont les mécanismes? Clément, et ouais. Excuse-moi, Mathieu a une question, donc je vais laisser la parole à Mathieu. Ouais. Oui, en fait, c'était sur ton effet de distance quand tu présentais ta régression.
Comment tu captes le fait qu'en France, tu as une concentration importante d'universités parisiennes? Donc, bien évidemment, si toi, tu calcules les distances d'université à université, les distances vont être courtes entre les universités parisiennes. Ouais. Et donc, dans quelle mesure, en fait, ta variable distance capte pas un effet parisien, c'est-à-dire qui a bien été démontré concernant les résultats à l'agrégation, c'est-à-dire qu'on a plus de chances de réussir l'agrégation lorsqu'on est issu d'une université parisienne. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ta variable distance capte pas un effet de distance géographique, mais un effet Paris? Ben, la répartition géographique des 10 derniers classés, pour le coup, elle est assez, elle n'est pas du tout concentrée uniquement sur Paris, quoi. Donc peut-être effectivement dans les premiers, il y a plus de Parisiens. Dans les derniers, je pense qu'il y a quand même relativement moins de Parisiens. Donc on a regardé un petit peu, on a étudié un petit peu la distribution spatiale, hein, des agrégés, mais ça avait l'air d'être pas tellement concentré sur Paris. Et en fait, on peut aussi penser que les distances longues sont assez importantes dans cette régression et ont pas mal de poids. Parce que même si on prend le log, eh ben, dans mes régressions, j'ai la Réunion typiquement, la Réunion qui est donc à 6500 km et qui en fait joue un rôle important dans ces régressions. C'est que je pense que dans ces régressions, ça nous dit aussi que les gens ne voulaient pas aller à la Réunion, par exemple. Donc là, je me rappelle plus. Il me semble qu'on avait fait des tests de robustesse en excluant Paris. Dans les faits, ça change pas grand-chose d'exclure Paris parce que quand je me restreins dans mon échantillon Ivy aux facs qui reçoivent au moins une fois un des 10 derniers agrégés, en fait, j'élimine beaucoup de facs parisiennes parce que Paris 1 n'a jamais recruté à l'agrégation, Nanterre, Cergy ou plein d'autres facs parisiennes, et je parle même pas de Sciences Po, PSE et compagnie, hein, Dauphine, toutes ces facs-là ont assez rarement recruté à l'agrégation en fait. Donc en fait, il n'y a pas tant de ça, de facs parisiennes dans cet échantillon-là. Donc c'est assez robuste au fait d'exclure les facs parisiennes. Alors je me rappelle plus exactement ce qu'on avait fait. Je sais c'est pas la première fois qu'on a cette question et elle est complètement légitime. Je me rappelle plus exactement ce qu'on avait fait en détail, mais en fait ces coefficients de la distance là, ils sont aussi drivés par les distances importantes. Si j'enlève Paris, j'ai toujours un effet super significatif, justement parce que c'est possible qu'en fait il y ait surtout de l'aversion pour les distances très longues. Je crois même que j'avais fait des régressions où j'essayais d'avoir des trucs non linéaires et je crois que les dom-tom ressortent à fond, quoi, hein, parce que c'est des distances très importantes c'est des distances longues en fait qui créent la largeur de ce coefficient. Oui, mais dans ce cas-là, c'est pas un effet de distance que tu captes, c'est un effet je veux pas aller dans les DOM. Oui, non, mais effectivement, mais donc il y a la même chose. Ce que je veux dire, c'est que pareil, en fait, c'est pas drivé par les distances extrêmes. C'est-à-dire que oui, si j'enlève les DOM, ce coefficient est plus faible, mais il reste significatif. Et si j'enlève Paris, donc si j'enlève les courtes distances, pareil, ce coefficient il est plus fort du coup. Donc effectivement, il y a un effet non linéaire de la distance. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'en gros, quand j'avais testé des spécifications alternatives où j'avais du coup une variable indicatrice pour en fait, c'est pas vrai. En fait, je viens de penser à un truc, hein, c'est que dans ces régressions, il y a des effets fixes locaux, il y a des effets fixes destination. Donc, l'effet de la distance qu'on mesure, c'est conditionnellement au fait que les universités soient dans les DOM. Et donc, en fait, la source de variation qui est utilisée, c'est où moi je suis par rapport à ces différentes destinations possibles. Donc là, effectivement, on peut jouer sur la spécification précise de cette variable en ayant des termes au carré ou en jouant sur des non-linéarités. Ça va faire varier un petit peu les coefficients de la distance. Il y a des trucs qui sont intéressants à observer. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que ce coefficient-là, il soit non significatif et proche de 0. Effectivement, et c'est toujours le cas. Mais effectivement, hein, je suis d'accord avec vous qu'on peut jouer un peu sur tout ça empiriquement dans ce papier-là. En tout cas, ça n'a pas de grande importance, quoi. Alors, donc dans les derniers résultats que je vous montrais, c'est d'abord sur l'histoire des mécanismes. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ces effets de paire qu'on mesure là, ils sont dus à des papiers coécrits? Donc il y a un nouveau pair qui est bon dans un champ qui arrive, un agrégé qui est, je sais pas moi, bon en macro. Est-ce que je vais commencer à produire plus de papiers en macro parce que je vais coécrire avec lui?
Et donc, pour tester ça, on a divisé la variable dépendante en 3 catégories, les papiers écrits seuls et les papiers coécrits avec des pairs et avec des pairs locaux, donc avec des collègues, et avec des... J'ai mis without peers, ce qui est un peu bizarre par rapport à la motivation originale du papier, hein, mais en fait, c'est avec des pairs non locaux, donc avec des gens extérieurs à l'université. Voilà. Et donc, ce que montre ce tableau, c'est que les effets de pair, ce n'est pas du tout uniquement dû à des papiers coécrits avec des pairs. On a aussi, bon, en OLS seulement, une augmentation des papiers écrits seuls. Donc ça c'est pas robuste à l'instrumentation, mais ça augmente aussi les papiers coécrits avec des collègues extérieurs à l'établissement. Et donc ça, c'est robuste aussi à l'instrumentation. Donc l'idée générale de ce tableau, c'est de se dire que l'effet de pair qu'on trouve dans le tableau précédent, ce n'est pas seulement dû aux coécritures. Ensuite, deuxième exercice qu'on a fait, c'est justement, j'en avais beaucoup parlé en termes de motivation, c'est d'essayer de creuser un petit peu cette histoire d'hétérogénéité entre receveur et émetteur de l'effet de pair. Donc j'ai déjà parlé d'hétérogénéité en termes de réception, donc en interagissant ma variable d'intérêt avec des caractéristiques de l'individu I. Mais ce que je peux faire aussi, c'est décomposer la productivité moyenne de mes pairs, typiquement en la productivité des pairs hommes et la productivité des pairs femmes. Donc ça, c'est pour le genre, ou la productivité des pairs jeunes et la productivité des pairs moins jeunes. Voilà. Et donc, ce qu'on montre dans cette régression, c'est que typiquement, on a l'impression que les hommes génèrent plus d'effets de pair que les femmes, en valeur absolue. Et quand on interagit ensuite avec indicatrice femme, les hommes génèrent plus d'effets de pair, mais seulement pour les hommes, pas pour les femmes. Parce que si j'additionne ces deux coefficients, je vais me retrouver avec quelque chose qui est proche de celui-là. Donc les hommes génèrent plus d'effets de pair, seulement pour les hommes, pas pour les femmes. Donc l'appariement qui génère le plus d'effets de pair, c'est un effet de pair produit par un homme dont un homme bénéficie. Et ensuite, toutes les autres combinaisons produisent des effets de pair plus faibles. Ce qui est intéressant, c'est que les femmes génèrent autant d'effets de pair pour les hommes que pour les femmes, puisque ce coefficient-là est non significatif. L'interaction entre la productivité des pairs femmes et est-ce que je suis moi-même une femme en tant que receveur n'est pas significatif. Donc là, bon, nous, on ne peut pas aller beaucoup plus loin parce qu'on n'observe pas ce qui se passe dans les labos de recherche, mais bon, c'est des résultats qui sont assez intéressant sur l'hétérogénéité des effets de pair en termes d'émission et de réception. Donc, si vous avez des idées de mécanismes à creuser là-dessus, je suis tout à fait preneur, puisque ce n'est pas forcément évident de pourquoi on trouve ces résultats. Alors, une des raisons pour lesquelles on trouve en général que les femmes reçoivent moins d'effets de pair, c'est aussi simplement qu'en moyenne, les femmes produisent moins. Donc là, c'est pour ça que j'ai dit que, tout à l'heure, j'ai dit que les hommes génèrent en absolu plus d'effets de pair et que les femmes reçoivent en absolu moins d'effets de pair. Relativement à leur production scientifique, on a des stats desk dans le papier où on montre qu'en moyenne, les femmes produisent un peu moins. Et donc, si j'ai une analyse plus relative de ce tableau-là, je vais avoir une analyse un petit peu différente. Voilà, et sur les âges, il se trouve que les seniors génèrent plus d'effets de pair, mais en reçoivent moins, puisque les termes interagis avec la variable indicatrice est-ce que l'individu I est senior sont tous négatifs et assez larges. Donc les seniors génèrent plus d'effets de pair, mais surtout pour les jeunes. Voilà, donc on a quelque chose, une transmission peut-être un peu verticale des bonnes pratiques ici, des plus âgés vers les plus jeunes. Voilà, et dernière chose que je voulais montrer en termes de résultats, puis après je vais peut-être finir par m'arrêter quand même, c'est qu'on trouve des effets de substitution. Donc là, c'est simplement un tableau en OLS, mais c'est qu'une augmentation de la productivité de mes pairs en macro, ça augmente ma production en macro, mais ça diminue ma production dans les autres champs. Donc peut-être une histoire là qu'on trouve, c'est que quand il y a quelqu'un qui est bon dans un champ, qui arrive dans un département, eh ben, je vais peut-être délaisser un petit peu ce que je faisais avant pour commencer à travailler sur des champs qui sont proches du sien. Et donc ça va augmenter ma productivité dans son champ, mais ça va aussi réduire ma production dans les autres champs. Voilà, donc il y a tout un tas de robustesse dans le papier. Ce n'est pas forcément très intéressant que je prenne du temps pour les présenter. Il y a la robustesse notamment avec l'instrument alternatif dont je vous avais parlé, où on ne se sert pas des vrais choix de localisation des 10 dernières agrégées, mais des choix fictifs
de tous les agrégés s'ils avaient choisi simplement l'université la plus proche. Et ce qui est intéressant, c'est que l'instrument reste fort, donc un peu plus faible forcément que l'autre, et on trouve des résultats similaires à ce qu'on avait avant. Voilà, donc bon, petite conclusion, c'est juste un rappel, hein, mais donc on utilise l'agrég comme une expérience naturelle, avec ses défauts et ses qualités. Pour mixer, pour sous-peser les défauts et les qualités, on prend les 10 derniers, et on fait le test de robustesse dont je viens dernier. Donc on prend les 10 derniers pour instrumenter la productivité moyenne des paires dans le champ F. Et donc on trouve des effets de paires, mais seulement au sein des champs. Et on trouve des effets hétérogènes relativement intéressants au niveau du genre et de l'âge, même si malheureusement on n'est pas capable de faire beaucoup plus pour expliquer un petit peu ces effets de pair. Peut-être que la littérature sociologique nous aiderait à expliquer un petit peu pourquoi on trouve de tels résultats. Voilà, je me rends compte que j'ai beaucoup trop parlé, donc je m'arrête là et j'arrête de vous prendre votre temps. Merci pour votre attention en tout cas, et je suis ouvert bien sûr s'il y a des questions ou remarques. Merci beaucoup, c'est pas grave hein, de ce C'est vrai dépassement. que Donc, ça passe vite. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des questions? J'en avais encore une, mais je laisse les autres parler avant. Oh, ben, je pense que tu peux y aller, Mathieu, hein, puis les autres, non. En fait, je me posais la question si c'était possible de faire l'exercice suivant pour être parfaitement convaincu par votre stratégie d'identification. C'est de récupérer, je ne sais pas si vous avez ça dans votre base, ceux qui n'ont pas réussi à avoir l'agrégation, c'est-à-dire de prendre les 10 qui sont justement de l'autre côté du seuil et de refaire exactement le même exercice en regardant l'effet de ceux qui justement n'ont pas eu l'agrégation sur la production. Et donc normalement, si votre stratégie est la bonne, on ne devrait pas observer d'effet. Ouais, alors c'est effectivement une assez bonne idée d'essayer de construire un test placebo sur la base de ces gens-là. Notre problème, donc on a essayé de penser à des choses dans cette direction. C'est pas évident pour moi de savoir comment on ferait ça, parce que les fameux enfin, ceux qui n'ont pas eu l'agrég, donc les admis, on va dire ceux qui ne l'ont pas eu mais qui étaient proches de l'avoir, hein, effectivement, qui doivent plus ou moins ressembler, si on croit, donc dans une approche peut-être un peu plus RDD. Et ben le problème, c'est qu'ils ne bougent pas. Donc, ils restent là où ils sont. Donc, ils ne vont pas créer potentiellement un choc de productivité ailleurs. Et donc vraiment, la source d'identification qu'on utilise dans ce papier, c'est la source d'identification qui est utilisée dans ce papier, c'est vraiment avoir une nouvelle arrivée qu'on n'attendait pas forcément d'un mec qui est bon dans un champ et qui n'est pas forcément le champ dans lequel on a l'habitude de travailler. Donc, je pourrais penser à ce genre de stratégie, mais alors du coup, en fait, on renverserait un petit peu la source d'identification en se demandant quel est l'effet d'avoir un agrégé qui part justement parce qu'il a eu l'agrég versus ceux qui ne l'ont pas eu qui restent. Et dans ce cas-là, on change quand même pas mal la source d'identification, mais pourquoi pas? Il faudrait que je réfléchisse un petit peu à comment on pourrait implémenter ça, se servir du fait que, comme vous avez suggéré, Mathieu, hein, ceux qui ne l'ont pas eu n'ont pas bougé, alors que ceux qui l'ont eu ont bougé. Mais donc là, dans ce cas-là, le choc est au niveau de celui qui part ou celui qui part pas. Donc c'est pas un choc d'arrivée, c'est pas la même source d'identification qui est utilisée. Mais on avait essayé de penser à ça. Il n'y a rien d'évident qui nous était venu comme terme de spécification relativement comparable à ce qu'on fait. On a l'impression qu'il fallait partir sur un modèle assez différent, mais si vous avez des bonnes idées, je suis assez preneur, parce qu'effectivement, on se doute bien qu'il y a des trucs assez rigolos à faire avec ça, mais c'est pas super clair parce que ça, dans ma tête. En fait, l'idée que j'ai en tête, c'est que quand on passe l'agrégation, quand on passe dans le sens où on se prépare au concours et on va assez loin dans le concours, on peut se dire qu'on on investit en capital humain en tant que chercheur, donc on ne produit pas encore, et qu'on ait ou pas l'agrégation, ça va avoir un effet sur sa production et sur la production des personnes qui sont autour. Donc ça permet de différencier en fait deux effets, un effet bonification d'un chercheur et un effet arrivée d'un chercheur.
Ok. Donc l'idée, ça serait qu'il y ait même ceux qui ne l'ont pas eu, ils vont avoir un choc de production les années suivantes. Donc dans la fac où ils étaient, ils n'ont pas bougé, mais ils ont quand même eu un choc de production parce qu'ils ont préparé le concours. Et donc ça serait cette source de variation-là. Donc on serait une sorte de diff in diff c'est le même mec qui est dans une fac, mais qui d'un coup devient meilleur parce qu'il a bossé le concours. Exactement, oui. Ouais. Ouais, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Ouais, je pourrais réfléchir à essayer d'implémenter ça. Je ne sais pas s'il y a assez de variations temporelles. Et du coup, là, j'utiliserais vraiment les variations temporelles. Parce que un petit peu dans toute notre stratégie, c'est de se dire, tout ce qui est variation temporelle, on pense que c'est pas mal endogène, donc on a tout fait pour les neutraliser au maximum. Et donc là, ça serait une stratégie qui serait vraiment complètement différente, où justement, on se dit, non, en fait, il y a certaines de ces variations temporelles qu'on veut exploiter à fond. Ok, ouais, j'avais pas pensé à ça, mais pourquoi pas, ouais. Je note. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez essayé de regarder s'il y avait un effet différencié entre théoriciens et économètres? Non. Non, non, on n'a pas creusé plus que ça. On n'a pas creusé plus que ça. Ce qui est un peu pénible, c'est que l'information, on ne l'a pas comme ça, en fait. On l'a. Nous, on utilise les champs, ils sont mesurés avec les codes GEL. Et donc, le code GEL, il vous dit si vous travaillez en éco-urbaine. Mais si vous faites de la théorie ou de l'économétrie en éco-urbaine, on n'a pas cette info. Donc, on pourrait, mais il faudrait embaucher un assistant de recherche pendant quelques temps pour essayer pour catégoriser les papiers ou catégoriser les personnes. Ouais. Ouais. Donc ça, on n'a pas cette information facilement. Donc ce qu'on avait essayé de faire, c'est d'essayer de regarder s'il y avait certains types de champs qui avaient l'air de générer plus d'effets de pair. Ça devient un peu compliqué en termes, parce que du coup, ça veut dire qu'on a plein de variables de droite et potentiellement 18. Mais donc une pour chaque code GEL au niveau lettres. Mais donc on n'a pas cette information suffisamment facilement accessible pour pouvoir le faire. Mais c'est vrai que ça serait intéressant. Il y a plein d'histoires d'hétérogénéité qui seraient sympas à creuser là-dedans, mais c'est assez coûteux. Donc je pense que c'est plutôt pour un autre papier avec du boulot, un nouvel investissement assez important dans les données. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? Moi, je reviens juste sur le commentaire de Mathieu tout à l'heure sur le choc de productivité à la hausse quand on n'a pas été reçu au concours. Est-ce qu'il n'y aurait pas des arguments pour voir au contraire un choc de productivité plutôt à la baisse, de temps investi, de découragement, voilà, tout ça, je ne sais pas. Ouais, je sais pas. Non, mais effectivement, c'est pas évident de savoir. Mais en fait, déjà rien que ça, c'est une question empirique. C'est possible que déjà je crois qu'il y a un choc négatif des gens qui ont l'agrég sur leur production, parce que ça veut dire aller dans une nouvelle fac, donc préparer un nouveau service d'enseignement, et puis il y a peut-être le sentiment ah c'est bon, j'y suis arrivé, donc je peux investir un peu moins de temps dans la recherche pendant les premières années, quoi. Il me semble qu'il y a un petit creux négatif de production scientifique désagrégée pendant quelques années après l'agrég et que ça remonte après. Pour ceux qui ne l'ont pas eu, je ne sais pas. En plus, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas eu une année donnée qui vont l'avoir 2 ans après. Donc, ce n'est pas forcément hyper facile à mesurer tout ça, parce qu'en plus, comme il y a les délais de publication, qu'on est obligé de faire des hypothèses là-dessus, tous ces chocs-là, ils sont... Effectivement, je suis assez persuadé comme vous qu'il y a des sources de variation intéressantes à exploiter, mais juste empiriquement, ce n'est pas hyper facile en fait, de trouver la bonne façon d'exploiter ces sources de variation. C'est pour ça que nous, on a fait un exercice où on collait pas mal à la littérature en termes de stratégie. On s'est dit, voilà, on va utiliser que les chocs de composition. Donc, nous, on n'a pas d'essai ou de trucs comme ça. Donc, on va construire avec l'agrég un choc d'arrivée. Et c'est ça notre choc.
effectivement, il a des avantages et des inconvénients. Mais c'est vrai que les chocs temporels, pour l'instant, on les avait plutôt mis de côté, quoi. Mais il y a sans doute des trucs intéressants à faire. Sur les chocs temporels, il y a peut-être des choses du type Ashenfelter Deep, quoi. C'est un peu ce que Ouais. tu veux dire, Sophie, Mm. où la productivité du gars va baisser à l'amont du concours, quoi, de la greg, parce qu'il va se préparer individuellement, personnellement, avec cet objectif-là. Il va peut-être moins rayonner auprès de ses collègues, mais bon, après, voilà, ça, c'est des choses peut-être un peu plus compliquées. Alors, j'avais, moi, également une question, après un peu bateau, sur comment on pourrait généraliser les effets trouvés à partir de cette expérience naturelle-là. Plus clairement, en fait, est-ce que vous observez le temps que les nouveaux arrivants passent en termes d'années dans leur nouveau département? Ouais, si, c'est donc pas pour toutes les agrègues, mais pour les agrègues relativement anciennes, on le voit. Effectivement, on a fait un truc qui n'est pas dans le papier, mais qui montre qu'en fait, c'est que ceux qui restent longtemps qui génèrent des effets de pair. C'est-à-dire ceux qui repartent rapidement au bout de 2-3 ans, ils ne génèrent pas d'effet de pair. En fait, là, il y a une grosse hétérogénéité à ce niveau-là. J'en ai pas parlé, et puis c'est vrai qu'on n'en parle pas trop dans le papier, on pourrait en fait. Mais c'est finalement rassurant, alors. Ça veut dire que ce que vous captez, c'est vraiment quelque chose… Oui, a priori, c'est effectivement relativement rassurant du point de vue de notre stratégie. Qu'en fait, c'est les tubes robots-profs qui sont vraiment juste là pour passer prof, mais qui n'ont pas vraiment envie d'être là, qui ne génèrent pas d'effet de pair. Ouais. Alors que ceux qui sont là, qui s'investissent, ont l'air d'en générer. Ouais. Ouais, parce que ça aurait pu expliquer aussi l'écart de l'effet de pair que vous trouvez entre les premières régressions sans exploiter l'expérience naturelle et puis les autres. Quoi. Oui, c'est vrai, il y a peut-être de ça. C'est divisé par deux. Donc, ouais, c'est divisé par, ouais, c'est ça. Mais bon, voilà, ça a l'air de tenir de toute façon, donc c'est plutôt rassurant. Mais après, c'est vrai que non, mais la baisse du coefficient, on l'interprète principalement en OLS quand on change l'échantillon, on l'interprète principalement par le fait qu'on a un échantillon de fac qui est vraiment différent, qui est vraiment restreint. Tout le haut de la distribution des meilleures universités, TSE, Marseille et les meilleures facs parisiennes n'ont jamais recruté de gens à la grecque, quoi. Ou jamais dans les 10 derniers en tout cas. Donc ça s'explique assez bien. On a fait quelques tests d'hétérogénéité pour voir si, en interagissant avec justement la taille des universités ou d'autres caractéristiques, il y avait des grosses différences. Ça n'avait pas l'air d'être le cas, quoi. Mais donc, du coup, ça rejoint un petit peu la première question, Lionel. Est-ce qu'on peut généraliser ces résultats à l'ensemble des universités ? La validité externe de cet exercice, elle n'est pas évidente à défendre, quoi. Parce qu'effectivement, de par les exercices d'hétérogénéité qu'on a fait, dont je n'ai pas parlé, on a l'impression que la validité externe, au moins au sein des économistes en France, elle est relativement bonne. Au-delà, étant donné qu'effectivement, c'est compliqué. Waldinger, avec ses expulsions de juifs d'Allemagne nazie, ne trouve rien. Les autres retrouvent rien dans des contextes historiques très particuliers et sur des mesures de production scientifique peut-être moins riches que ce que nous on a. Donc, et ils ont beaucoup plus de mal du coup à tester de l'hétérogénéité ou de la finesse au niveau champ, le fait qu'on trouve nous que des trucs au niveau champ. Mais du coup c'est pas évident Enfin, c'est toujours difficile de répondre. De toute façon, dès qu'on utilise une expérience naturelle, de discuter de la validité externe des résultats, quoi. Mais, en tout cas, par rapport à l'échantillon restreint des facs qui reçoivent au moins un agrégé une des 10 dernières fois, on pense que la validité externe est plutôt bonne parce que quand on utilise notre instrument alternatif qui utilise un échantillon différent, on a des choses très proches. Et quand on interagit avec les caractéristiques des facs, on a des choses très proches. Donc ça m'inquiète pas. Au-delà de la communauté des économistes français, c'est moins facile de répondre à cette question. C'est plus compliqué, ok. Merci beaucoup.